qui m'a fait rigoler comme news, c'était celle-ci. 2 scams qui se battent entre eux, pour, garder de l'argent. Alors on a Celsius, le gros scam, qui essaye de repartir à la charge contre FTX en disant: «Ouais, vous nous devez de l'argent, vous nous avez scammés et tout», alors qu'eux, c'était les plus gros scammers de toute l'histoire. Donc c'était quand même assez drôle et d'ailleurs en parlant de FTX, de ce que j'ai pu voir, on a, c'est le compte officiel quand même de FTX, hein, qui explique qu'ils ont commencé à, rembourser. Alors, c'est là où j'ai un peu un doute, parce qu'il y en a qui disent que la distribution des actifs n'a pas encore eu lieu, de ceux qui avaient perdu de l'argent sur FTX. Il y en a qui disent que ça a déjà commencé. Donc soit ils parlent du plan de réorganisation qui est effectif aujourd'hui, et c'est-à-dire que la distribution n'a pas encore eu lieu, mais qu'en tout cas le plan a été validé, donc on verra. En tout cas, c'est une question de temps avant que les gens puissent récupérer leur argent. Et je vous rappelle que pour FTX, l'argent qui est récupéré, de ce que j'ai pu voir en tant qu'information, c'est l'argent sera récupéré non pas en crypto, mais en dollars directement. Et c'est à peu près 16 milliards de dollars qui seraient redistribués aux créditeurs et donc aux investisseurs particuliers. Donc 16 milliards d'argent en fiat, ça veut dire qu'il y a une partie peut-être de cet argent-là qui va retourner en crypto. Donc c'est plutôt bullish, en tout cas en soi, selon moi. À voir ce qui va se passer au niveau de FTX. Je vois également aussi qu'il y a d'autres news intéressantes sur la DeFi et les DEX. Euh, Ça aussi, on en parle depuis maintenant un certain temps. Mais les DEX prennent de plus en plus de part et d'importance et d'influence sur le marché crypto vis-à-vis des plateformes centralisées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de l'intérêt d'utiliser des plateformes décentralisées. Et là, bon, on a toujours encore une grosse part de marché sur les plateformes centralisées. Je pense qu'on en aura toujours une bonne partie. Mais là, on est à l'ATH sur les volumes, sur les DEX. Il y en a de plus en plus. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt positif sur l'écosystème crypto de manière générale, sur la vision qu'on porte avec Michael et sur peut-être la recrudescence de la DeFi. C'est ce qu'on aura besoin par la suite. Une autre news aussi intéressante que j'ai vue, bah, c'est MicroStrategy, hein, avec Saylor qui continue encore d'acheter toujours du Bitcoin. Je crois que sur l'année 2024, ils en ont acheté pour plus de 22 milliards de dollars. C'est énorme. C'est l'un des plus gros achats de toute l'histoire sur du Bitcoin, si ce n'est le plus gros achat de toute l'histoire. Là, vous avez un site pour Michael Saylor qui vous montre sa position aujourd'hui. Donc, ils ont 447 000 Bitcoin. C'est énorme, avec tous les points verts sur lesquels ils ont acheté du BTC. Donc là, eux, ils font un DCA sous stéroïdes, mais avec tous les risques aussi qui sont liés à ça, parce que c'est des effets de levier sur effets de levier sur effets de levier. Je ne reviens pas dessus. J'en ai aussi beaucoup parlé sur YouTube, sur mes précédents lives. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, mais voilà, il y a aussi des risques, évidemment. Aujourd'hui, ils sont net acheteurs jusqu'au moment où ils pourraient aussi être net vendeurs, et net vendeurs avec 500 000 Bitcoin. Ça sera absolument pas la fin du marché crypto. Ça sera des bonnes opportunités pour ceux qui seront là pour acheter du BTC et tout, mais c'est absolument pas hors de propos. Voilà. Se dire que il y aura jamais aucun problème avec MicroStrategy et tout. Je vous rappelle quand même que c'était une approche un peu similaire qu'ils avaient faite sur l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000 et ils se sont fait éclater, hein. Là, si vous regardez la charte de MicroStrategy, je vais vous montrer quand même que vous puissiez vous rendre compte. Hop. Voilà. Regardez. On avait eu une performance à un moment donné pendant la bulle de Internet, après pendant très longtemps, donc ils se sont fait vraiment éclater pendant très 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 longtemps. Et dès qu'ils ont adopté le Bitcoin standard et qu'ils ont commencé à émettre des obligations convertibles et bon, tout ce que je vous expliquais jusqu'à maintenant, là on a eu des belles performances. Mais bon, il y en a qui disent que c'est une bulle, il y en a qui disent que c'est un Ponzi, il y en a qui disent que ça va éclater comme la bulle des années 2000. À voir. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense que les effets de levier sur effets de levier, ça fait mal. Quand tout le monde parle de quelque chose, en général, ça pue. Et ce n'est pas parce que ça a marché jusqu'à maintenant que ça continuera de marcher par la suite. Mais là, dans l'état actuel des choses, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe, et auquel cas, c'est le meilleur trade de toute l'histoire de l'humanité. Et Saylor se devient un multitrillionnaire. Et voilà, ça marche. Soit ça marche pas, il se prend le mur en pleine face. Et là, c'est la fin, hein. Il n'y a plus de micro-stratégie, il n'y a plus de Saylor. Il vend tout ce qu'il a et c'est terminé. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, on verra un petit peu ce qui va se passer. Mais vous pouvez suivre ça du coup en direct sur ce site en fonction des achats qui seront faits. Et également, une autre news aussi intéressante que j'ai vue, que je voulais vous présenter, c'était la Suisse qui envisage d'intégrer le Bitcoin aux réserves de sa banque nationale. Donc là, on parle quand même de la Suisse. On ne parle pas de n'importe quel type de pays. Et je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que nous, en Europe, on a Mika, on a eu l'Allemagne qui a vendu les BTC qu'elle avait. Parce que ça avait été aussi une prise de position par rapport à une fraude qu'il y avait eu à l'époque chez eux. Et bref, en Europe, on a Mika, on veut protéger entre guillemets les investisseurs, mais on ne les protège absolument pas.
on vend le peu de BTC qu'on a et puis, bah, de l'autre côté, on a les États-Unis qui sont en train complètement de chavirer. D'un autre bord, on a la Suisse qui envisage d'intégrer du bitcoin sur des réserves de sa banque nationale et là, ça fait depuis, ouais, je crois que ça va faire depuis 2020 qu'on vous parle de ça, quand vous avez dit, qu'au départ, on allait avoir donc les particuliers, qui allaient, on va dire adopter, le BTC. Après, on allait avoir les institutionnels et après, on allait avoir les nations et là, on commence à avoir, les nations qui tombent petit à petit. On a eu le Salvador en premier. Là, on va avoir, d'autres pays. On a eu le Bhoutan aussi, et plein de petits pays comme ça qui commencent à s'intéresser, de plus en plus, au bitcoin, et beaucoup plus qui deviennent maintenant plus pro bitcoin, même d'un point de vue politique. Au Sénat, dans la Chambre des représentants aux États-Unis, il y a de plus en plus de personnes représentatives et pro crypto et surtout, pro Bitcoin et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on ait vraiment, une accélération là-dessus et quand vous avez, des institutionnels, des nations et heu, toutes ces infrastructures-là, en fait, qui commencent à intégrer du Bitcoin dans leurs réserves stratégiques, là, vous avez un cocktail explosif pour le marché crypto et ça, c'est dingue de voir, apparaître ça, au fur et à mesure du temps. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce et puis dans quelle mesure aussi ils vont le faire? Et je pense que, le fait qu'il y ait Trump et si vraiment il met en réserve stratégique du bitcoin et si vraiment il dit, et il fait ce qu'il a expliqué et ce qu'il a dit, avant son investiture, je pense que ça bougera, pas mal les choses. Et sur le long terme, évidemment, c'est un catalyseur qui sera extrêmement haussier et c'est qu'une question de temps avant que ça s'accélère.